Bonjour et merci à vous tous d'être là. Donc on est là, j'ai eu l'honneur de Chantal, Nathalie, qui sont prêtés au jeu, qui sont venus là nous soutenir. Jardins Nocturnes, c'est ma pièce inspirée des derniers instants de Flore Bela et de sa poésie aussi. De ces textes est né le projet théâtral. Et donc là, je passerai la parole à Guy. Bonsoir, merci d'être venu à cette table ronde. Donc, pour ma part, je m'appelle Guy Calice, je suis auteur, metteur en scène et comédien de théâtre. Et donc, j'ai eu l'honneur de faire la mise en scène de Jardins Nocturnes. Bon, avant de commencer en fait la table ronde, je voulais déjà remercier à la Gobelin qui vient de nous recevoir ici dans les locaux, et puis aussi à l'autrice de venir ici nous présenter son travail, avec bien sûr le travail de Guy Calice qui va nous présenter donc cette pièce de théâtre qui sera jouée tous les jeudis du mois de septembre et d'octobre, les jeudis soirs au Théâtre Clavel. Donc, bien sûr, on vous invite tous à venir donc, la découvrir. Alors, nous ferons une présentation, Nathalie et moi, sur finalement l'objectif en fait, de cette table ronde. Nous allons effectivement découvrir qui est cette autrice, Flore Bela, puisqu'effectivement, c'est le thème quand même de cette pièce de théâtre, sur ce personnage, cette poétesse qui est très connue au Portugal et peut-être effectivement méconnue à l'étranger, très peu citée et qui mérite sa place. Et donc beaucoup d'universitaires ont travaillé sur elle. Et là, on a une nouvelle autrice qui a fait un autre travail sur finalement ce personnage pour que vous puissiez tous en fait le découvrir. Donc je laisse la parole effectivement à Nathalie qui permettra aussi de voir la suite aussi de cet événement, suite aux événements qu'on a connus l'année dernière et qui permettent d'avoir une ouverture finalement vers ce monde et la culture lusophone qui depuis donc un petit peu après finalement la période du Covid s'ouvre un petit peu en France et en Europe. Puis on espère que ça va continuer. Donc voilà, je laisse la parole à Nathalie et puis je vous retrouve après tout à l'heure. Et j'oublie quelque chose de très important, c'est que nous aurons l'opportunité de découvrir des textes non seulement de Flore Bela et bien sûr de la pièce. Donc voilà. Bonjour à tous, boa tarde. C'est avec émotion que je remercie la Fondation Gulbenkian. En plus, je préside le groupe d'amitié Portugal-Arménie. Donc, il y a comme ça des boucles dans l'histoire personnelle. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Mais c'est avec beaucoup d'émotion parce que c'est vrai que l'engagement politique, parfois, nous éloigne de l'essentiel. Et on ne peut pas faire de politique si on n'a pas lu de poésie, si on n'a pas lu de littérature, si on n'a pas été voir des pièces de théâtre, le cinéma, enfin tout ce qui nourrit aussi profondément l'âme des uns et des autres, et puis voilà, le destin commun aussi. Donc cette création est unique, exceptionnelle, et le sens de notre présence, c'est évidemment de rendre honneur aux auteurs et à Odette Blanc et au metteur en scène Guy Calice. Et surtout, vous dire qu'on va, voilà, moi-même introduire avec quelques données importantes. Ensuite, Chantal complétera. Et puis, nous allons alterner l'une et l'autre avec quelques questions à Odette et à Guy. Parce que, évidemment, le plus important cet après-midi, c'est de saisir cette opportunité, et on n'en a pas tant que ça, des pièces de grande qualité, mais d'entrer dans la scène d'une manière ou d'une autre avant demain soir, voilà, pour cette première. Donc, bien entendu, si vous ressentez le besoin d'interrompre, même entre voilà, l'échange, l'alternance des questions de Chantal ou de moi-même, vous nous faites signe. D'accord ?
À l'occasion de la saison France-Portugal, la maison Caillebotte, à Hyères, a reçu l'exposition Modernité portugaise du 21 mai au 30 octobre 2022. On y a vu les œuvres de Sara Afonso, José de Almada Negreiros, Mário Cesarini, António da Costa, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Ofélia Marques, Santa Rita Pintor, Amadeu de Sousa Cardoso, Arpad Cesnas, Eduardo Viana, Maria Helena Vieira da Silva. On y a vu exposer les œuvres de 3 femmes portugaises sur 8 hommes. Il est vrai qu'elles sont moins nombreuses que les hommes, peut-être moins visibles, éclipsées par leurs partenaires masculins comme Camille Claudel, aux côtés d'Augusto Rodin, parfois considérée comme une simple assistante ou bien une muse, Frida Kahlo aux côtés de son époux Diego Rivera. Dans le domaine scientifique, nous pouvons encore retrouver Mileva Einstein, camarade d'études, première épouse d'Albert Einstein, ou encore la tristement célèbre, Marie Curie. Une célèbre autrice portugaise, Augustina Bessa Luís, née le 15 octobre 22 à Travanca et morte le 3 juin 2019 à Porto, a écrit sur des grandes figures féminines portugaises comme Maria Helena Vieira da Silva, Paula Rego, Graça Moraes et Florbela Espanca. Nous sommes en 2023 et voilà maintenant un siècle qu'elle est née. Nous avons la chance à Paris d'avoir une universitaire qui a travaillé sur ces grandes figures de la littérature, Madame Catherine Dumas. Je vous invite à lire ses travaux ainsi que ceux de Madame Maria d'Alfar et d'autres spécialistes que je ne m'excuse de ne pas pouvoir nommer ici. Cela fait aussi un siècle qu'a été publié le livre Sœur Saudade, Suror Saudade de Florbela. À cette occasion a été réalisé un congrès international du 16 au 18 août 2023 au Brésil, na Universidade Federal de Pernambuco. Le congrès a été réalisé en l'honneur de Cláudia Paz Alonso, autre grande spécialiste de Florbela. Nous ne sommes pas ici à un colloque sur cette œuvre extraordinaire, littéraire, mais bien qu'elle soit riche et absolument incomparable. Nous sommes ici pour vous parler d'une pièce de théâtre qui nous parle d'elle, justement. Et elle a été écrite par Odete Branco, dont le titre est Jardin nocturne. Pièce qui a été mise en scène par Guy Calice, à nos côtés. L'œuvre de Florbela a su capturer et exprimer les émotions et les tourments de manière profonde, intense et toujours vivant. Cependant, Florbela a également rencontré de nombreux obstacles. Elle a été confrontée à la stigmatisation et au jugement de la société conservatrice de son époque, en raison disait-on, de son style de vie et de ses préoccupations artistiques. Elle a abordé des thèmes tels que l'amour, la passion, la sensualité, la volupté, même la liberté, qui étaient considérés comme tabous, voire choquants à l'époque. De plus, sa vie personnelle était marquée par des relations compliquées, instables, des mariages tumultueux, des déceptions amoureuses, ce qui a souvent été critiqué et utilisé comme source de scandale ou de honte, mais sûrement pas d'inspiration littéraire. Pourtant, son œuvre est grandiose. Connue au Portugal, elle reste très peu citée à l'étranger. Et malgré ses difficultés, Florbela Espanca a réussi à laisser un héritage littéraire durable, qui a été heureusement redécouvert et apprécié au fil du temps. Son travail a influencé de nombreux écrivains, des poètes portugais, et elle est aujourd'hui considérée, enfin, comme l'une des voix les plus importantes de la poésie portugaise du XXe siècle. Contemporaine de Fernando Pessoa, qui l'admirait, il la considérait, je cite, comme l'âme rêveuse, âme sœur de mon âme. Et comme le dit si bien Madame Maria Gracieta Bess, elle nous laisse un legs, une œuvre qu'il faut relire, transmettre, afin de lui en rendre un hommage bien mérité. Et aujourd'hui, c'est cet hommage-là aussi que nous souhaitons rendre à Odete et à Guy. Merci beaucoup Nathalie, et surtout là je retiens à remercier à Odete Branco et puis à Guy Calice de nous donner l'opportunité de pouvoir parler de Florbela Espanca. Alors évidemment, de formation historienne, je fais attention aux dates. Alors ces dates, elle est née en 1894 et est morte en 1930. Si vous voyez un petit peu la chronologie. Alors il faut savoir que Pessoa est né en 1888, mort en 1935. Donc ils sont vraiment très très contemporains. Et effectivement, tous les auteurs de cette génération Orfeo sont assez connus. On les a vus hier, donc à l'exposition sur les modernités portugaises. Donc on a pu voir Mário Sá de Carneiro, Almada Negreiros qui est extrêmement connu, Santa Rita Pintor qui effectivement on a cité tout à l'heure. Mais c'est vrai que Florbela n'a pas fait partie en fait de ce cercle-là. Elle était un petit peu exclue. C'est vrai, c'est une femme. Il ne faut pas effectivement oublier que c'est une femme. Mais en tout cas,
Pessoa et Flora Berl, comme d'autres aussi auteurs et artistes de son époque, vont connaître en fait une période historique très riche, quand on regarde les dates. Au Portugal, on a la fin de la monarchie, 1910. On a aussi la naissance de la Première République, qui finalement va se terminer en 1926. À ce moment-là, en 1926, on a un autre personnage qui rentre dans l'histoire au Portugal, qui est Salazar. Et la dictature qui commence, tout simplement, qui effectivement s'amorce. Donc on a aussi un événement important qu'on oublie, c'est la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Le Portugal a participé à la Première Guerre mondiale. Peut-être que beaucoup de Portugais ont eu des arrière-grands-parents qui sont venus ici, qui ont participé à la guerre. Alors évidemment, Flora Berl a effectivement traversé toutes ces périodes de l'histoire. Elle faisait effectivement, et je pense que c'est important quand même quand on veut comprendre une époque, il faut aussi pouvoir connaître en fait les auteurs de l'époque. Si on veut effectivement connaître l'histoire de France, il faut lire effectivement Victor Hugo, Chateaubriand. Pessoa, c'est la même chose. Si on parle du Portugal, on peut, même si ça reste dans le domaine poétique, on a aussi des auteurs français qui sont aussi très importants, qui ont parlé de la guerre justement aussi. Alors, Flora Berl, elle ne faisait pas partie en fait de ce cercle d'artistes qui était connu, en fait, qui était très en vogue à l'époque. Peu de femmes en fait sortaient de l'anonymat en fait à cette époque-là. Aujourd'hui, en fait, on connaît Sophie Edmerl-Brenner. Alors, si on regarde ces dates, 1919, donc juste après la Première Guerre mondiale, 2004, elle est morte. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle était l'épouse d'un personnage aussi très important, qui est un journaliste, politicien, un avocat, Francisco Sousa Tavares. D'ailleurs, son fils est un auteur lui-même aujourd'hui très célèbre. Ensuite, il y a un grand auteur aussi portugais qu'on connaît tous, qui a été un universitaire en France, Urban Tavares Rodrigues. Date 1923-2013. Un écrivain portugais très connu. Pourtant, on oublie parfois sa femme. Sa femme aussi est une très très grande autrice. Alors évidemment, Maria Judith Carvalho, en fait, souvent elle se considérait plus artiste peintre que poète, qu'écrivaine, et pourtant elle a écrit des très très beaux livres. Donc c'est date 1921-1998. Ici, on est juste à côté de la rue de la Grande Chaumière. On a eu effectivement une très grande artiste portugaise, Maria Helena Vieira da Silva, 1908-1992, qui est effectivement célèbre. Agostina Bessa Luís, qui a écrit aussi sur Flora Berl, 1922-2019. Alors en fait, finalement, tous ces personnages que je viens de citer, ces artistes, ces peintres, finalement, ont côtoyé d'une certaine manière, ont en tout cas vécu une période que Flora Berl a connue. Elles sont toutes nées en fait avant sa mort. Elles l'ont survécu. Alors toutes ces artistes peintres, ces autrices, en fait, elles ont aussi laissé leurs traces, leurs œuvres, et ont été admirées par leurs contemporains. Et souvent, finalement, Flora Berl, elle n'a pas eu forcément cette chance. Alors, on peut se demander, qui est Flora Berl ? Flora Berl, elle est née au Portugal le 8 décembre 1894. 3 ans plus tard, naît son frère, Alpélès. Elle aimait beaucoup son frère, elle avait un rapport très très proche, même si, comme pour toutes les fratries, parfois des querelles, mais ils étaient vraiment très proches. Elle a eu des unions malheureuses qui la laissèrent sans enfant. Son frère disparaît dans le Tage en juin 1927 d'un accident d'avion. Alors c'est important de retenir aussi le Tage, parce qu'effectivement l'autrice et la pièce aussi en parlent. En fait, après la mort de son frère, elle se retrouve seule. Et elle se suicide pendant la nuit du 7 au 8 décembre 1930, la veille de ses 36 ans. Sa mère biologique fut payée, louée pour la porter, et elle ne cessa jamais de la chercher en vain. Flora Berl est une femme cultivée qui a suivi des études de lettres avant de s'inscrire à la faculté de droit à l'université de Lisbonne. Elle a commencé très jeune à écrire. En fait, dans son ouvrage, O Dedo Branco, date son premier poème de 1903. Elle aurait donc à peu près 9 ans. Elle aurait écrit A Vida e a Morte, la vie et la mort. Son premier ouvrage poétique, Livro das Mágoas, Livre des douleurs, a été publié en 1919. Elle avait 25 ans.
Viendront ensuite, bien sûr, d'autres ouvrages, beaucoup de poèmes que nous aurons l'opportunité de découvrir tout à l'heure. Odete Branco cite ce vers de Flora Bela dans son ouvrage, tout de suite à l'introduction, dans une des premières pages, si vous regardez. Qui nous a donné des yeux pour voir les astres sans nous donner des bras pour les atteindre? Et dans la pièce, Odete Branco laisse Apelles lui répondre. Tu es capable de toucher le ciel par ta poésie. Page 18. Écrire pour espérer, écrire pour aimer, écrire pour être aimé, écrire pour exister. Elle aura parsemé ses étoiles, ses poèmes dans un ciel rempli de brume. Elle n'a pas su voir leur éclat. Page 17. Odete Branco, à l'exemple de Flora Bela, a su nous écrire une pièce que l'on pourrait classer de littérature intimiste, où le lecteur, le spectateur, se trouve face à sa solitude, son désespoir, en tant qu'observateur impuissant. L'espoir se cache dans les pluies des ourlets de l'âme. Odete Branco fera dire à Flora Bela qu'après la mort de son frère, que les mots n'arrivent plus à la sauver. Il ne reste que des réflexes de survie, les derniers sursauts du noyé, l'expiration fatale d'Ophélie. Et là, je cite l'autrice, ici présente, page 33 de son ouvrage. Alors évidemment, on parle d'Ophélie. Il y a ici effectivement la référence, alors j'ai envie de dire peut-être sans le faire exprès, parce qu'en fait ça me fait penser à Ophélie de Pessoa, qui était en fait son amour caché, qui s'appelait Ophélie aussi, mais aussi Ophélie de Hamlet de Shakespeare, qui était en fait cette jeune fille magnifique qui meurt noyée dans la rivière, dans une chevelure détachée flottant dans un linceul. Alors on voit effectivement le tableau de John Everett Millais, et le linceul qu'Odete Branco fait représenter comme la douleur qu'éprouve finalement Flora Bela, cette douleur qui l'enlace et qui l'emprisonne, et qu'on peut retrouver à la page 20 donc de son ouvrage. Alors évidemment, j'ai envie maintenant de m'adresser ici à l'autrice et finalement de lui demander en fait quand commence l'intrigue, à quel moment en fait finalement quand se passe l'intrigue et quelle est l'intrigue en fait de cette pièce de théâtre. Donc en fait, à quel moment en fait de la vie de Flora Bela on arrive en fait, quand on arrive. Alors je ne sais pas, ça peut être Odette ou ça peut être effectivement Guy, mais en tout cas voilà, c'est exactement. Voilà, on parle de Flora Bela et en fait, quand on arrive dans cette pièce, on arrive à quel moment en fait? Moi, j'ai eu, on peut dire la persuasion, si on peut dire ça. C'est sa fin. Et qu'on comprenne comment on est-elle arrivé là. Et comme beaucoup d'artistes qui sont suicidés, c'était son cas, là, c'était une soirée, c'est la dernière soirée de sa vie. Se mettre à sa place, ce qui est déjà compliqué. Mais bon, j'ai lu ses écrits, sa poésie, comme c'est fait à la manière d'un journal intime, comme je le dis dans la pièce. Ça nous donne beaucoup d'indications pour pouvoir réécrire cette ambiance très particulière. Après, ce qui est plus intéressant que l'écriture, c'est aussi la pièce en soi, la mise en scène. Alors, effectivement, la pièce démarre le dernier jour de la vie de Flora Bela et on la retrouve environnée des fantômes de son passé, c'est-à-dire son frère, son amant, en tout cas l'image d'un amant qu'elle a eu dans le passé. Et elle est aussi confrontée avec une Bela jeune, c'est-à-dire l'image de la jeune fille qu'elle était dans le passé. Donc voilà le cadre. C'est le dernier jour de la vie de Flora Bela, environnée des fantômes de son passé. Je peux rajouter. Moi, au tout début, j'avais pensé en huis clos et en monologue. Après, j'ai pensé qu'on donnait vie à tous ces esprits, faire venir ces esprits sur scène. Et comme ça, je me suis dit que ça aurait été plus intéressant. Et ce qui était compliqué après pour la mise en scène, ça n'a pas dû faciliter la vie à Guy. Pardon.
Alors moi, justement, dans la continuité, puisqu'on a le là de l'intrigue, donc c'est cette nuit, de ces dernières heures, cette nuit, la dernière, qu'on parle un peu des personnages. Et une grande question d'abord, pourquoi seulement les 4, puisque sa vie a été traversée de beaucoup de monde. Donc pourquoi le choix, peut-être Odette d'abord, mais c'est elle qui a écrit. Donc pourquoi le choix de ces 4-là, puisqu'elle a eu 3 mariages, 3 grandes histoires d'amour, peut-être d'autres, mais donc en tout cas, pourquoi ces 4 personnages et qui sont-ils? Il y a la conscience, sa propre conscience. J'ai voulu faire, parce que je pense que les auteurs portugais comme Pessoa, on a ces côtés, les hétéronymes, ou peut-être quand on crée, il y a ces voix. Et donc il m'était dit que, et aussi c'était un travail très long à mettre en, comment dire, après je me suis mis à la place du metteur en scène et même la personne qui allait jouer. C'était, si je mettais la conscience et le rôle titre, Florbella, ça aurait facilité la tâche. Qui d'autre? Après, il y a la Florbella jeune, c'est aussi que ce soit dans un moment aussi tragique comme c'est son cas, ou que nous, on arrive à un moment donné de nos vies qui ne s'est pas mis en conversation avec celle qu'on était toute jeune. Je pense que voilà, c'était un pari, de face à face, faire revenir la petite qu'elle a été. Et après, l'idéal, c'était pas forcément que son maman, comme il dit, mais voilà, son idéal masculin, ses échecs. Aussi, disons que ses rapports avec son père, ce qu'on peut parler plus tard, c'était pas les meilleurs. Elle manquait, il y avait ses vides affectifs de sa mère et peut-être qu'elle cherchait dans le sentimental ce qui lui avait manqué depuis son enfance. Appelait son frère. Bon, son frère, c'était sa famille. Et donc, je pense que c'était la clé, après tout ce qu'elle a dû vivre, endurer, et le décès de son frère, je pense que ça a dû être une des raisons, certainement, de son suicide. Et qu'elle avait une relation fusionnelle. Alors, la question que peut-être beaucoup de personnes vont peut-être se poser ou se posent, c'est pourquoi Florabella? Pourquoi, en fait, cette figure emblématique vous a inspiré, vous a donné envie d'écrire et de créer, en fait, cette pièce? Après le Canto Sereia, c'était un roman qu'il avait écrit je ne me rappelle plus, c'était en 2010, en portugais. Et je m'étais dit que j'avais envie de sortir la fiction, et de parler, comment dire, d'une femme portugaise, une artiste. Pour Florbella, il y avait sa poésie, mais aussi, comme je disais un instant, que c'était une rockstar de son époque. Elle avait tout pour faire quelque chose d'intéressant. On pouvait parler de sa vie tourmentée, tragique, mais aussi c'était une femme qui avait un certain charisme, c'est ça. Et quand on le voit à travers ses mots et sa poésie. Je vais compléter la question, peut-être à Guy, mais est-ce que Florbella Spink était une femme de son temps ou pas du tout? Effectivement, on peut dire que c'est quelqu'un d'universel et on peut trouver des parallélismes avec d'autres personnes, avec des rockstars notamment. On peut penser à Janis Joplin, on peut penser à la sculptrice Camille Claudel. Donc, je pense que Florbella Spink a une dimension beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que celle du début du XXe siècle. Alors, il y a un autre personnage qui est très proche de Florabella, qui est Apelles. Et en fait, si vous deviez le décrire, comment vous le feriez? Ou du moins, comment vous avez essayé de le décrire aussi dans cette pièce? Je pense que on ne connaît pas beaucoup sur lui. On le connaît à travers Florbella. Peut-être qu'il a eu un impact, il n'a pas presque. Aujourd'hui, on n'aurait pas pu peut-être pas parler de lui s'il n'aurait pas eu Florbella. Je pense que c'était son frère, c'était aussi quelqu'un qu'elle appréciait beaucoup. Qu'elle posait des espoirs sur lui.
Après, comme je disais, on parlait de ça, c'était qu'avant son décès, ses rapports, ça n'allait pas trop. C'était éloigné un peu, mais c'était aussi le fait voilà, qu'il avait ses problèmes personnels et tout ça. Mais il est décédé, il avait quoi, 28 ans? Je n'ai pas bien vérifié, 28 ans. Il n'avait pas 30 ans. Ouais, il n'avait même pas 30 ans. C'est des personnes qui commençaient à peine à vivre. Ils auraient pu faire peut-être, ça aurait pu se passer autrement. S'il n'était pas décédé, peut-être qu'elle aussi n'aurait pas parti ici, je pense. En ce qui concerne Apelles, pour ma part, en lisant la pièce d'Odette, j'y ai vu un personnage extrêmement touchant, très attaché à sa sœur. Et j'ai imaginé très, très peiné, très ému par la déchéance dans laquelle il trouve sa sœur. Et cela transparaît dans les dialogues qui interviennent dans la pièce entre Apelles et Flor Bella. Et ce sont des dialogues où on les sent très très proches. Et d'ailleurs, à un moment de la pièce, donc Flor Bella et Apelles récitent un poème que leur mère aurait écrit dans le passé. Moi, je voudrais revenir à Belle la jeune et Belle. Il y a ces deux séquences. Sûrement la quête du début, enfin, des sentiments, en tout cas de toutes les premières expériences, et ensuite Bella. Et ce passage. Donc, ces deux grandes séquences résument Flor Bella, où il y aurait peut-être eu encore d'autres, la pièce de théâtre, l'intrigue, le voyage, voilà, entre l'une et l'autre. Voilà, c'est là où résume, enfin, je vois là la tension de son destin. Mais voilà, est-ce que c'est une seule femme? Est-ce qu'il y a d'autres pans de... Pourquoi juste Belle la jeune et Belle la femme, en fait? Enfin... Je pense que c'est comme un papillon. C'est une femme qui sort d'une jeune femme. C'était une femme qui était promise un avenir prometteur. Et qu'en avançant dans le temps, il y a le fil qui se casse entre l'une et l'autre. C'est un peu comme si elle l'a fait venir pour la voir. C'était plus elle, c'était Flor Bella, c'était l'ombre de cette jeune, la jeune Bella. Oui, pour ce qui me concerne, j'ai essayé de montrer les deux versants, en tout cas deux versants parmi les nombreuses facettes de cette poétesse. Et donc un versant jeune, alerte, extrêmement optimiste, très volontaire, avec une rage de créer et de se faire reconnaître. Et puis la deuxième facette, c'est-à-dire la poétesse femme qui a connu beaucoup de souffrances dans sa vie et qui arrive au crépuscule de cette vie et qui va malheureusement disparaître. Donc il y a une nuance très forte qui est apportée par la confrontation entre Bella jeune et Flor Bella. Donc l'ombre et lumière, c'est ça? C'est ce qu'il a. L'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière. Ce qu'on est en train de dire là, ça me vient, j'ai lu quelque part qu'en fait, à un moment donné, Flor Bella a perdu un bébé. On ne sait pas trop si c'est une fausse couche ou si c'est un avortement. Certainement une fausse couche. En tout cas, c'est à partir de là qu'elle va être hospitalisée. Hospitalisée, on ne sait pas si c'est en psychiatrie, mais à Hollande. C'est ça. Il y a eu peut-être là, à ce moment-là, une transition, enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé peut-être entre cette Flor Bella jeune et cette Flor Bella mûre, où elle a commencé à souffrir de symptômes peut-être névrotiques importants,
qui va au-delà peut-être en même temps, mais aussi au-delà de sa création. C'est possible parce que je sais qu'elle avait son désir très fort d'enfanter. Et c'est fort possible que c'est un des éléments très forts de sa piquée. C'est que dans son premier mariage, c'est là qu'elle a fait plusieurs fausses couches. Et peut-être qu'à partir de là, déjà, elle était vulnérable. Plus les fausses couches, c'était quelqu'un qui avait déjà des problèmes de santé et tout ça. Voilà, oui, c'est fort possible. Ça. Oui, en tout cas, dans la pièce, ce qu'on ressent, c'est une Bella jeune, très optimiste, avec plein d'ambition, très fraîche, on va dire. Et d'ailleurs, quand on voit effectivement la vidéo, la comédienne la représente bien. Et cette fraîcheur, cet engouement, cette vie. Et effectivement, on a une Floribella qui est quand même à la veille de son décès, qui effectivement est très triste en fait, hein, donc qu'on découvre. Alors évidemment, on a ces deux personnages, on a son frère dans la pièce et puis on a l'idéal. Alors déjà, je trouve que c'est formidable. Le nom idéal me plaît beaucoup. Et alors moi, j'ai plusieurs interprétations, mais j'aurais aimé avoir les vôtres, en tout cas vous deux. Donc, j'ai changé, à un moment donné, j'ai changé le titre. La pièce, c'était Floribella, la sœur du rêve. Je me suis dit, jardin nocturne, c'est plus, ça donne plus de sens. Et l'idéal, je m'étais dit, pourquoi ne pas changer aussi? Je me disais, ça peut être un peu mièvre, mais non, finalement, je me suis dit, c'est comme ça. Je pense que dans son cas, ça représente bien. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'idéal. Peut-être que Guy, quel est son nom? Oui, tout à l'heure, j'ai parlé d'amant. En fait, c'est amant au sens premier du terme. L'amant, c'est celui qui aime. Donc ça peut être un mari, ça peut être un amant comme on le connaît aujourd'hui. Mais moi, j'ai considéré que c'était le partenaire idéal, l'homme idéal qu'elle a recherché tout au long de sa vie, avec plus ou moins de bonheur au travers de ces différents mariages et différentes rencontres. Alors moi, je voudrais revenir à Apelles, parce que je l'ai pensé en lisant la pièce, j'ai pensé tout de suite à, et comme beaucoup d'autres, mais à la tragédie grecque, aux tragédies grecques. Et voilà, je me suis posé la question, finalement, au théâtre et au XXIe siècle, la tragédie, elle n'est pas seulement dans les mythologies grecques, et ce qui a été évidemment après mise en scène, ou de ce qui est le plus connu. Hein. On a toujours cette... et voilà une création qui a quand même quelque chose de la tragédie grecque, mais qui n'est pas grecque. Alors j'aimerais qu'on... Je trouve que c'est très intéressant, parce qu'il faut peut-être, comme spectateur, être préparé. Parce que c'est quand même, voilà, la vie dans ce qu'il y a de plus profond. C'est vrai qu'on a Nathalie. Quand j'ai écrit cette pièce, je me suis beaucoup inspirée du théâtre grec. Et c'est vrai que sa vie, c'est une tragédie grecque. Parce que la mythologie grecque, ça parle quoi des choses essentielles de la vie. Tout là, c'était la perte de la mère, quoi d'autre, les rapports avec le père, les rumeurs d'inceste. Voilà, j'ai lu ces lettres, je ne pense pas trop, mais bon, on a parlé de ça. Le suicide, le mal de vivre. Donc c'est une tragédie grecque moderne. Contemporaine. Oui, portugais. Alors effectivement, vous faites bien de vous référer à la tragédie grecque classique, puisque dans la tragédie grecque classique, la notion de tragédie implique de mettre en scène des personnages illustres, des rois, des chefs de guerre, pourquoi pas une autrice comme Floribella Espanca. Et évidemment, ces personnages illustres subissent un destin funeste et en général, ça se finit par la mort. C'est la marque de la tragédie par opposition à la comédie.
Et cette tragédie grecque donc s'est poursuivie dans le temps avec des auteurs très connus comme Shakespeare, Molière, Racine, Corneille. Et puis, plus près de nous, des gens comme Jean Anouilh, par exemple, ou Bernard-Marie Coltès. Un des points qui m'a incité très fortement à monter cette pièce, c'est que aujourd'hui, il est très rare de voir des auteurs modernes écrire des tragédies en vers. Il y en a très très peu. Par exemple, vous avez Bernard-Marie Coltès qui écrit des tragédies, mais ce n'est pas en vers. Pardon ? On a un théâtre. Coltès est important pour moi puisqu'il est messin et qu'on a un théâtre et on a une programmation depuis au moins presque 15 ans. Voilà, sur l'œuvre de de Coltès, donc très vivant. Une des rares autrices de tragédie à l'heure actuelle, c'est une autrice allemande qui est très très peu connue, qui s'appelle Anja Hilling, et qui aussi écrit des tragédies en vers. Mais ça reste extrêmement rare. Et le plus souvent, ce que l'on trouve aujourd'hui, ce sont plutôt des drames. Donc le drame, c'est quand même un peu plus léger que la tragédie. Il n'y a pas forcément une notion de destin funeste, il n'y a pas forcément une notion de mort. Et quoi qu'il en soit, si on prend les drames ou les tragédies contemporaines, très rarement ils sont écrits en vers. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment une chance inestimable peut-être et unique, parce que on n'est pas prêt d'avoir un deuxième exemple dans le futur. C'est une chance quasiment unique d'avoir une tragédie écrite en vers et une très belle tragédie. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors là, ça me fait rebondir parce qu'effectivement, on parle de tragédie, on parle de drame, mais cette pièce, enfin en tout cas, Flora Berl, elle connaît ce destin tragique parce qu'elle a beaucoup aimé en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé. Évidemment, vous en parlez dans votre pièce. Aimer éperdument, l'espérer, on va dire, et comment finalement exprimer l'amour dans le théâtre, que ce soit en tant qu'auteur et en tant que metteur en scène. C'est pas facile. L'amour, très vaste question. C'est un sujet inépuisable, hein, que ce soit au théâtre, dans la littérature, dans la chanson, dans la peinture, dans la sculpture. L'amour restera un sujet inépuisable et il y a 100 000 façons de le représenter. Pour la pièce qui nous concerne, parce qu'on n'aura pas le temps de faire l'histoire de l'amour dans tous les supports artistiques, il nous faudrait des mois ou des années. Donc pour ce qui concerne la pièce, évidemment, vous avez la confrontation, la relation entre Flore Bella et l'idéal. Et on sent que c'est un amour contrarié. En fait, l'amour est contrebalancé par l'art. Et en lisant la pièce, on s'aperçoit que Flore Bella a eu beaucoup de mal à faire un choix entre vivre un amour absolu avec un idéal, un mari, et vivre pleinement sa passion artistique. Et cette difficulté de choisir explique peut-être les déboires amoureux qu'elle a connus dans le passé. Et dans la pièce, donc l'amour ou l'espoir de l'amour est aussi incarné par Bella Jeune, qui se rêve un avenir radieux, avec un amour immense
qu'elle pourrait rencontrer dans le futur. Et vous avez aussi tout bêtement l'amour entre Apellès et Flore Bella. C'est un amour fraternel qui est très important parce qu'on sent qu'il y avait un très grand attachement entre les deux. Et une très grande tristesse de Flore Bella lorsque son frère a disparu. Oui, parler d'amour. Donc, je pense que la plus belle histoire d'amour dans cette pièce, c'est celle d'Apellès et Flore Bella, l'amour fraternel. C'était, je pense, la personne que la plus aimée au monde. Après, pour ses relations sentimentales, je pense que l'amour souvent, même à cette époque-là, encore pire qu'aujourd'hui, elle n'était pas si naïve qu'on pouvait l'imaginer. Je pense qu'elle espérait être comprise, trouver quelqu'un certainement qui comprenait ou qui acceptait le fait, la poétesse et la femme libre, et qui cherchait une meilleure condition pour la femme. Voilà. Alors là, c'est deux questions. Il y en a une qui s'adresse quand même plus à l'auteur et puis l'autre au metteur en scène. Pourquoi l'écriture d'une pièce de théâtre? C'est un choix plus poétique, plus... Parce que de passer de la poésie, j'aurais pas pu me permettre de faire une étude sur Flore Bella. Donc, il m'était dit une pièce théâtre, au cinéma non plus. C'est pas mon domaine. Donc, comme j'écrivais, j'avais pas un roman non plus. Donc, il m'était dit que le théâtre, c'était le meilleur, l'exercice qui mieux s'adaptait à ses textes. Et je pouvais, entre ce que je pouvais crier et sa poésie, que je pouvais faire quelque chose d'intéressant. Et là, on arrive voilà, à la difficulté. C'est de la difficulté de la mise en scène d'un texte aussi, si ce n'est tragique, tout le temps, au moins puissamment mélancolique. Comment, voilà, parce que là, notre difficulté aujourd'hui, comme auditeur, et nous, locuteurs, mais voilà, la pièce, c'est demain. Donc, la difficulté, les adversités, rentrer un peu dans le théâtre, comment... sans que ce soit évidemment funeste, puisque rien n'est funeste dans la pièce. Alors, ce qui m'a beaucoup attiré quand j'ai lu la pièce, et qui m'a donné vraiment envie de monter cette pièce, c'est qu'elle est extrêmement atypique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui écrivent pour le théâtre en vers. Et donc, la difficulté, mais aussi l'intérêt, c'était de pouvoir créer quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre. C'est très difficile de s'inspirer soit de Shakespeare, soit de Molière, parce que c'est très, très éloigné de leurs univers et très éloigné des pièces que l'on peut voir de manière habituelle dans les théâtres à Paris et en province. Donc l'enjeu et le ressort pour moi, c'était d'arriver à exprimer sur scène ce qu'a écrit Odette Branco. Et ensuite, donc, la difficulté a été de rendre concret ce qui était écrit sur les pages. Et il y avait également un autre enjeu, c'est que en fait, nous avons 5 personnages, comme l'a dit Odette. Nous avons Flore Bella, mais nous avons aussi sa pensée. Et la pensée est présentée dans le livre comme un personnage à part entière. Donc, un des enjeux, c'était d'arriver à représenter cette pensée de manière distincte. Et je crois qu'on y est bien parvenu, même si la pensée et Flore Bella sont joués par la même personne. Dès lors que c'est la pensée qui s'exprime, vous avez une musique spécifique, vous avez un éclairage spécifique, une voix particulière et également une posture particulière de la comédienne. Alors je ne vous en dirai pas plus, hein, je
ne peux pas vous décrire toute la pièce, vous le verrez par vous-même, mais je pense qu'on a bien réussi à illustrer ce personnage supplémentaire qui existe dans la pièce. Donc, c'était vraiment l'enjeu pour moi du départ, et ce qui m'a surtout attiré dans cette aventure, c'est arriver à recréer sur scène un univers aussi spécifique et aussi poétique que celui de Flore Bella Espanca. Je vais rebondir là-dessus parce que, évidemment, on parle de la mise en scène, on parle effectivement de ces différents personnages qui, finalement, vont effectivement entrer en scène. Dans la première... je ne sais pas s'il y a des personnes qui l'ont déjà vu, mais il y a eu, un petit peu avant le confinement, la pièce de théâtre qui avait été effectivement représentée, avec un nouveau titre, enfin un autre titre qui était Flore Bella, la sœur du rêve. Et en fait, on avait effectivement une chanteuse qui chantait. Et là, en fait, tous ces personnages qui vont s'exprimer, comment vont-ils effectivement... alors on a vu, vous avez déjà donné un peu des amorces, peut-être qu'il ne faut peut-être pas trop en dire, mais en tout cas, est-ce qu'il y aura de la musique et comment vous avez choisi cette musique et comment finalement vous allez effectivement peut-être représenter la danse, parce qu'on a vu un petit peu de danse aussi dans l'extrait qu'on a vu ici. Donc voilà, après si vous ne pouvez pas en dire trop, voilà, mais ça peut peut-être aussi éveiller notre curiosité. Alors, effectivement, il y aura de la musique. Ce sera de la musique classique avec Brahms et la symphonie numéro 3 et Bartók avec le concerto pour orchestre. Pourquoi de la musique classique? Parce que je considère qu'elle colle tout à fait, en tout cas ces deux musiques-là, colle à l'ambiance et à l'atmosphère du livre. Et donc on a choisi ces musiques-là, d'autant plus qu'une des comédiennes est également chorégraphe et danseuse. Et c'est elle qui s'est proposée de faire les chorégraphies sur les deux musiques que l'on a choisies. Et puis par ailleurs, il y aura également des extraits de chansons, soit en portugais, soit en italien, soit en catalan, pour illustrer les personnages. Alors, ce sont des courts extraits, ce n'est pas une comédie musicale, hein, je vous rassure. Ce sont des courts extraits qui sont destinés à illustrer chacun des personnages et renforcer chacun des personnages, destinés à leur donner un peu de chair. Par exemple, dans la pièce, Flore Bella parle de la jolie voix d'eau cristalline de l'idéal. Donc on va entendre cette jolie voix d'eau cristalline. Le théâtre, c'est montrer visuellement ce qui est écrit sur le papier. Et donc, il y a plusieurs façons de montrer ce qui est écrit. C'est les costumes des comédiens, les attitudes des comédiens, leurs intentions, leur voix, leur chant, leur danse, de manière à pouvoir faire vivre la pièce. Ce qu'on a voulu, c'est éviter à tout prix une récitation de poème. C'était, à mon avis, l'écueil à éviter à tout prix, surtout ne pas réciter de poème. C'est une pièce de théâtre, comme c'est écrit sur le livre d'Odette, et donc il est hors de question de faire une lecture. C'est une vraie pièce avec des vrais comédiens, des vraies musiques, des vrais costumes, et des interactions entre les personnages incarnés par les comédiens. Lorsque nous nous sommes rencontrés en ligne pour préparer cette session, ce moment de présentation, j'avais dit que l'art, c'est pas moi, c'est Malraux, faisait autre chose de nous que de simples accidents de l'univers. Et là où je trouve que la lecture de cette pièce
m'a renvoyé, en l'occurrence, bon, évidemment, ma condition de femme, et je pense que les hommes qui sont dans la salle aussi, mais à d'autres œuvres qui ont été citées dans l'introduction, mais je suis revenue à l'œuvre nobelisée d'Annie Ernaux, qui a fait de l'intime, de ses expériences. On ne parlera pas de l'écriture et de la technique de l'écriture, froide, donc sans sentimentalisme, etc. Là, Flore Berlespank, c'est une autre époque, une autre influence de ce début de 19e. Mais en fait, elles ont été, Flore Berl à l'époque comme Annie Ernaux aujourd'hui, comme des midinettes. Dans la transcription, ou en tout cas ce qu'elles disent de l'amour, de la déception de l'amour, de la quête de l'amour, et de tas d'autres sentiments, celui de l'amour fraternel, etc. Et la question, je la pose à Odette et aussi aux metteurs en scène, mais est-ce qu'elles sont, c'est parce que Flore Berl était une femme, c'est parce qu'Annie Ernaux, nobelisée aujourd'hui, est une femme? Pourquoi? Parce que Lamartine, Victor Hugo, d'autres auteurs de différents siècles n'ont pas le droit à l'accueil, hein, et en tout cas à l'attention, hein, qu'elles ont pu Flore Berl à son époque et aujourd'hui récemment encore Annie Ernaux. Oui, je pense que c'est parce que ce sont des femmes. Déjà, parce qu'il y a cette idée qui fait que les intellectuels ne peuvent pas, ces côtés un peu romanesques, ou même parler des choses qui se passent dans la vie. Ça fait une littérature mineure, c'est ça? Voilà. Et donc, pour Annie Ernaux, j'ai trouvé que c'était un insulte énorme, tout ce que c'est bataille autour de ce qu'on lui a fait. Voilà, j'ai vu un peu la répétition, comme Flore Berl ou d'autres auteurs. Je sais que surtout Guy m'a dit qu'elle en a beaucoup lu sur Annie Ernaux, donc il pourra peut-être dire des choses. Oui, effectivement, le parallélisme avec Annie Ernaux est excellent. Et c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de mal à se faire accepter. Je pense en tout cas, elle n'a pas du tout la même aura que, par exemple, Jean d'Ormesson, Claudel et d'autres. Et on a considéré que c'était quelqu'un qui ressassait son enfance, puis son adolescence, et qu'elle avait un côté un peu mineur par rapport à certains autres écrivains. Et c'est bien que ce prix Nobel ait pu rétablir la balance. Pour ma part, Flore Berlespank m'a énormément fait penser à Camille Claudel, qui était une immense sculptrice, qui avait aussi une passion et une rage absolue dans la création, et qui avait également un amour contrarié avec son maître. Et je trouve qu'on peut faire un parallèle entre les deux. Alors là, on est en train d'arriver, en fait, d'atteindre en fait la fin de notre questionnaire. En fait, peut-être que cette question serait peut-être plus dédiée à Odette Branco, qui est en fait finalement quel est le message de la pièce, et en tout cas qu'est-ce que vous voulez nous faire découvrir ici? On avait parlé de ça aujourd'hui, Guy. Que peut-être je laisserai parler. Ça. Ou avec la pièce, la mise en scène aussi, hein, tout est un jeu, bien sûr. Je pense que le message, c'est exposer le destin tragique d'une grande créatrice et de quelqu'un qui aimait énormément. Et la difficulté justement à concilier à la fois la création et l'amour de quelqu'un d'autre, allié à la difficulté de se faire reconnaître par le public et par les critiques. Oui, j'ai envie de dire en même temps que ça fait pratiquement 100 ans, il y a à peu près 100 ans, hein, 1921, elle a commencé à avoir ses premières publications.
jusqu'à finalement son décès, 1930. Donc on a encore quelques années pour pouvoir encore peut-être célébrer en fait certains de ces ouvrages qui ont été publiés, comme il s'est passé aussi au Brésil. On a eu des conférences pour pouvoir effectivement promouvoir peut-être, donner une plus grande visibilité à cette autrice aussi, qui finalement n'est pas très connue en France et qui mérite d'être peut-être plus citée, célébrée. Et, donc ça peut être une très bonne opportunité. Je ne sais pas si on laisse tout de suite la parole. Attends, j'ai juste deux petits mots par rapport à pourquoi cette pièce et le message. Donc, j'ai vu aujourd'hui, ça se passait, je pense, à l'Académie française. Je ne sais pas qui l'a dit, devenir immortel et puis mourir. Je pense que c'était essentiellement son rêve à elle. Après, la pièce aussi veut montrer que l'art, c'est un fardeau sublime. Souvent les artistes, que ce soit de son époque ou de contemporain, on peut affronter des préjugés, les difficultés parce que voilà, c'est dur à exercer, on ne vit pas de ça. Dans son cas, Flore Bella, ça prouve, comme c'est arrivé pour la plupart des artistes, c'est qu'elle vit au-delà de sa vie. On peut vivre 100 ans après, 500 ans après. On peut voir à la fin, quand elle a la pensée, je peux lire un petit morceau à la fin. Donc, elle dit, ma vie est une succession de rêves brisés à l'origine de ma poésie. Ma douleur est gravée à jamais dans le marbre de mes mots. Mais à un moment donné, où elle dit, tenez, si vous voulez me connaître, lisez-moi. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit du contexte de son époque. Et voilà, et qu'on peut vivre des sentiments, qu'elle a vécu d'une manière intense, et certainement c'est ça qui l'a propulsée vers sa fin, mais avec une vie voilà, qui a valu la peine et qui en parle encore aujourd'hui. Alors là où il y a quelque chose d'émouvant avec le message d'Annie Ernaux, lorsqu'elle dit « laissez quelque chose de nous lorsqu'on ne sera plus ». Laisser quelque chose du temps lorsque nous ne serons plus. Et là, il y a un écho quand même d'un siècle à l'autre qui est toujours vivant. Et je pose donc la dernière question avant de laisser la parole à la salle et de revenir éventuellement, mais je suis sûre que tout le monde attend de revenir au texte. Une seule raison pour voir venir la pièce, Jardin nocturne. Une seule raison. Alors c'est très difficile, c'est comme si vous me demandiez quel est l'enfant que je préfère. Je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une occasion unique de voir une tragédie en vers et qui porte sur un personnage aussi fort et aussi tragique que Flore Bella Espanca. Et moi, j'ai quand même envie de dire qu'on va aussi découvrir le travail d'Odette Branco, qui est quand même une autrice et qui n'a pas écrit que cette pièce, elle en a écrit d'autres. Et puis le travail, bien sûr, de Guy Calice, qui, je suis sûre, est extraordinaire et qui mérite d'être regardé, écouté. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent poser des questions. Et voilà, en tout cas, il y a aussi des textes de lecture qu'on va partager ensemble. Mais en tout cas... vous êtes bien sûr les bienvenus si vous avez des questions. On n'avait pas parlé de la troupe. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Comment c'est fait déjà? Pardon. En plus, oui, juste pour savoir, vous n'avez pas évoqué comment s'est fait le choix de la troupe, comment vous les avez choisis, comment eux ont accueilli aussi le texte. Voilà, peut-être en dire quelques mots. Alors, la troupe a commencé par le choix de la comédienne principale, puisque je considère que c'est le pivot central, donc autant commencer par le plus important. Et c'est une amie c'est une personne qui m'a été présentée par une amie. Et on a discuté ensemble, je lui ai fait faire quelques lectures et donc j'ai décidé de la retenir, d'autant plus qu'elle m'a dit qu'elle était chorégraphe et ça c'était extrêmement important, comédienne et chorégraphe, puisque dans la première version de la pièce qu'on avait jouée en 2020,
et qui s'appelait Flore Bella, la sœur du rêve, on avait déjà des danseurs classiques dans la pièce. Et donc, pour moi, c'était extrêmement important d'avoir à nouveau des danseurs classiques. Et donc, le choix s'est porté sur Carole Ourceau, qui donc est chorégraphe et comédienne. Et ensuite, les autres comédiens et comédiennes ont été recrutés tout bêtement, comme ça se fait d'habitude, par petites annonces. Et donc, ceux qui ont répondu aux annonces ont été reçus en audition. Et donc, on les a fait parler, on les a fait danser, et on en a retenu donc 4 en tout. Donc, Carole Ourceau, je l'ai dit. Christophe Dassy, qui joue le rôle de l'idéal. Sophie Cellier, qui joue le rôle de Bella Jeune, et Marco Guzon, qui joue le rôle du frère. Excusez-moi, est-ce que vous avez déjà fait la première mise en scène dans cette jeu? Oui, la première mise en scène, en ce qui me concerne, puisqu'il y a déjà eu 2 versions auparavant, notamment une version sous forme de lecture avant que j'intervienne. Mais la première version dont je me suis occupé en 2020 donc s'appelait Flore Bella, la sœur du rêve, et a été présentée lors de 4 représentations au Théâtre du Gouvernail. Et malheureusement, on a dû s'arrêter plus vite que prévu, puisqu'il était prévu 10 représentations, et nous avons été stoppés net par le Covid et le confinement. Je prends l'initiative, peut-être découvrir le texte de Flore Bella avec quelques lectures. Alors, on va commencer par un dialogue. Alors, j'ai le rôle de Bella Jeune. Et donc, Nathalie d'Oliveira aura le rôle de Flore Bella. Alors, on n'a pas fait de répétition, hein, on n'est pas des comédiennes. Donc, bon. Je suis montée tout là-haut, dans ma tour effilée, faite de fumée, de nuages et de chair et de clair de lune. Pardon. Tu n'existes pas. Je suis celle qui vit égarée dans ce monde. Celle qui vit dans la vie n'a point de nord. Émue, je me suis mise à conserver. Émue, je me suis mise à converser avec les poètes morts toute la journée. Je leur ai raconté mes rêves. Que sais-je? Que sais-je? Je ne sais rien. Qui suis-je? Un feu prétentieux, un mirage. Alors bien sûr, ici, c'est un extrait du passage de la pièce. Et bien sûr, on peut tous participer, donc des extraits de la pièce, comme aussi des poèmes de Flore Bella. Donc si vous avez envie, j'ai aussi une petite sélection, si vous avez envie que je le fasse circuler, que certains lisent. Alors il y a en français et en portugais de Flore Bella. Donc si vous voulez, je pourrais le laisser passer. Et puis voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui... Alors, j'ai qu'un seul petit exemplaire, mais voilà, vous pouvez chacun, pourquoi pas, tout le monde peut participer en fait, pourquoi pas. Donc, il y a une version en français, en portugais, mais je vous laisse déjà prendre la parole. Est-ce qu'on fait participer tout le monde? Allez, on fait comme... je suis enseignante, alors je m'y mets. Alors, je ne sais pas, on commence par ici? D'accord, très bien, je reste là pour pouvoir passer avec le micro. Eu queria ser o mar de altivo porte, que ri e canta a vastidão imensa. Eu queria ser a pedra que não pensa, a pedra do caminho forte e rude. Eu queria ser o sol, a luz intensa, o bem do que é humilde e não tem sorte. Eu queria ser a árvore tosca e densa que ri do mundo, vão e até da morte. Mas o mar também chora de tristeza
As árvores também, como quem reza, abrem aos céus os braços como um crente. E o sol altivo e forte, ao fim de um dia, tem lágrimas de sangue na agonia. E as pedras, essas, pisas toda a gente. Quand je me souviens d'un autre temps, celui où j'ai ri et chanté, et où j'étais aimée, il me semble que c'était en d'autres lieux, il me semble que c'était dans une autre vie. Et ma triste bouche endolorie, qui avait alors le rire des primes vers, perd ses lignes graves et sévères, et tombe à l'abandon, ensevelie. Et je deviens pensive, le regard grave. Mon visage de nonne en ivoire prend la douceur d'un lac. Et les larmes que je pleure, blanches et calmes, nul ne les voit éclore dans mon âme. Nul ne les voit couler en moi. A minha dor é um convento ideal, cheio de claustros, sombras, arcarias, onde a pedra em convulsões sombrias tem linhas de um requinte escultural. Os sinos têm dobres de agonias, ao gemer, comovidos, o seu mal, e todos têm sons de funeral, ao bater horas no correr dos dias. A minha dor é um convento, há lírios de um roxo mecerado de martírios, tão belos como nunca os viu alguém. Nesse triste convento aonde eu moro, noites e dias rezo e grito e choro, e ninguém ouve, ninguém vê, ninguém. Perdi os meus fantásticos castelos, como névoa distante que se esfuma. Quis vencer, quis lutar, quis defendê-los. Quebrei as minhas lanças uma a uma. Perdi minhas galeras entre os gelos, que se afundaram sobre o mar de bruma. Tantos escolhos, quem podia vê-los? Deitei-me ao mar e não salvei nenhuma. Perdi a minha taça, o meu anel, a minha cota de aço, o meu corcel. Perdi meu elmo de ouro e pedrarias. Sobem-me aos lábios súplicas estranhas. Sobre o meu coração pesam montanhas. Olho assombrada as minhas mãos vazias. Inconstance. J'ai passé ma vie à aimer puis à oublier, toujours en quête d'un autre soleil qui dissipe les brumes des chemins où je passe. À moi ? Ok, bon. Alors, la question est de savoir est-ce que je prends de Floraberle ou d'Odette. Mais bon, on va voir le spectacle d'Odette. Alors, je vais choisir celui-ci. Alors, il y a la page 27 en français, pour ceux qui ont l'ouvrage. Alors, c'est toujours des petits extraits que j'ai choisis. Qui suis-je en ce monde ? Une déshéritée. La femme qui, de ses propres mains, a réussi à caresser le clair de lune, l'essence de la vie, les rêves, la terre, la mer
et qui, en ouvrant de nouveau ses mains, n'a rien trouvé. Alors, c'est les vers de la fierté, versos de orgulho. O mundo quer-me mal porque ninguém tem asas como eu tenho. Porque Deus me fez nascer princesa entre plebeus, numa torre de orgulho e de desdém. Porque o meu reino fica para além. Porque trago no olhar os vastos céus. E os oiros e os clarões são todos meus. Porque eu sou eu e porque eu sou alguém. On continue. Alors, je crois que j'ai fait passer quelques textes là-bas. Pas tout de suite, non? Est-ce qu'il y en a qui veulent? Je passe le micro ou je lis? Non, mais je peux y aller. On y va, hein. Oh, ben, mes illusions, ça ira très bien. Oui. Mes illusions. Le soleil s'est éteint et la mer prend le deuil. Je vois l'urne d'or qui oscille. À la fleur de l'onde, en un lisseuil, l'écueil d'écume. Celui-là? D'accord. 17. Les vers sont ainsi creux et rudes, rimes perdues, bourrasques éparses, avec lesquelles je leurre les autres et je mens. Ah, si je pouvais créer le vers haut et fort, étrange et dur, qui dirait en pleurant ce que je ressens. Petits extraits si vous voulez. Si vous voulez, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-ci. Celui-ci, attention, parce que je crois qu'il se termine. En fait, il faudra prendre Demain, je traverserai l'immensité des océans et je franchirai les plus hauts sommets des montagnes. Je voudrais être la mer à la fière allure qui rit et qui chante. Cette immensité vaste. Je voudrais être cette pierre qui ne se pense pas, cette pierre sur le chemin rude et forte. Je voudrais être ce soleil, cette lumière intense, le bien de ce qui est humble et qui manque de chance, qui rit de ce vin comme de la mort. Oui, exactement. Non. Peut-être donner le mot de la fin. Le mot de la fin à chacun, d'accord. Mais écoutez, déjà, je tiens à remercier à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui présentes pour nous écouter et qui sont venues découvrir Odette Branco, qui je suis sûre pour certains la connaissaient peut-être parce qu'elle a déjà écrit beaucoup d'ouvrages, Monsieur Guy Calice aussi, et bien sûr, j'espère que vous viendrez tous nombreux donc aux représentations qui auront lieu donc tous les jeudis de septembre à octobre. Et puis, je profite aussi pour dire que nous sommes dans les locaux de la Gulbenkian, que je remercie de nous avoir accueillis. Et puis, ils ont aussi des locaux, une très très bonne bibliothèque qui se trouve à la Cité internationale, donc la Cité universitaire de Paris.
Donc RER B, cité universitaire, et puis pas très loin, donc vous traversez et vous arrivez à la Maison du Portugal et vous trouverez donc une merveilleuse bibliothèque qui a des ouvrages qui sont accessibles à tout le monde, qui est gratuit, et vous pouvez y aller pour vous, pour vos proches, avec vos proches, vos élèves, vos étudiants, et puis pour le plaisir aussi, tout simplement, de rencontrer du monde et le plaisir de la lecture et de découvrir finalement tous ces auteurs du monde lusophone. Donc voilà, et puis merci bien sûr à Odette et puis à Guy de nous avoir permis, en tout cas de faire cette création, de nous avoir permis de nous retrouver grâce à une création que vous allez donc présenter très prochainement, parce que c'est déjà demain. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup. Alors, bien entendu, un grand merci au Grande Brigade, à la Maison Gulbenkian, à Chantal, un mot, je la remercie parce que vous ne savez pas, mais hier, comme on a fait quelques échanges, il était 3h26 du matin quand elle a renvoyé un travail plus dévoué que le mien, à cause d'un agenda, mais je la remercie du fond du cœur. Et en plus, je ne remercierai jamais assez Odette et Guy parce que, à l'occasion de cette création qui fait de nous, on se sent moins des accidents de l'univers, encore une fois, parce que c'est une œuvre d'art. Mais je retrouve Chantal grâce à la Gulbenkian. On s'est retrouvés à la Maison du Portugal en juin parce que notre rencontre date d'il y a 20 ans, presque jour pour jour, liée à une invitation du gouvernement de l'époque qui a commencé à s'intéresser à la deuxième génération des Portugais. Et c'était il y a déjà 20 ans. Donc c'est un moment doublement émouvant pour moi. Et on repart avec... évidemment, l'envie folle de voir cette pièce, d'en parler à beaucoup de monde. Je l'ai dit dans notre conversation, mais la voir ailleurs aussi, en France, partout, là où il y a des Portugais ou pas. Mais surtout, rentrer aujourd'hui avec un des commandements de Fernando Pessoa, viver com a dor de sentir, vivre avec la douleur de ressentir. Donc c'est aussi encore ce que nous laisse cette pièce. Et je vous remercie infiniment. Obrigadíssima. Alors le travail d'un comédien, c'est énormément de travail, d'heures de répétition, d'apprentissage, de filage technique. C'est énormément de doutes aussi, comme tous les créateurs, que ce soit des écrivains, des musiciens ou des cinéastes, on doute tous énormément. Et la meilleure récompense d'un comédien, c'est de voir du public. Alors venez nombreux et parlez-en autour de vous, amenez le plus de monde possible. Merci. Je voudrais remercier tout le monde qui est venu nous soutenir. Chantal, Nathalie, Guy aussi, Isabelle, on est à la Maison Gulbenkian. C'était, je n'oublierai pas, c'était une opportunité, voilà. Une nuit, après ça m'intimidait parce que s'exprime comme des dieux. Moi, je suis l'écrivain, mais cette fois, je ne pouvais pas. Je me repose beaucoup sur Guy. Pourquoi? Parce qu'on écrit, mais après, son rôle de metteur en scène, c'est lui qui mieux que personne. C'est lui le mot. Non, en partie, oui, quelque part. Voilà. Bon, merci beaucoup.